Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, chers spectateurs et spectatrices de YouTube. Nous poursuivons donc maintenant avec la deuxième partie ou la deuxième vidéo portant sur mes découvertes. Nous allons arriver à un seuil qui est déjà supérieur au précédent et vous allez voir, ça va vraiment monter crescendo en termes de qualité de découverte jusqu'à atteindre un point culminant que vous découvrirez plus tard. Alors, nous en arrivons maintenant à la partie qui constitue la colonne vertébrale de ma présentation, le rébus des nombres. Ces derniers temps, j'ai pu découvrir une multitude d'éléments dissimulés dans la prononciation française des nombres. Je tiens à préciser qu'une grande partie de ce que je vais vous partager est totalement novateur. Je dirais même que cela pourrait changer à tout jamais votre perception des nombres. C'est donc une série de révélations historiques que je m'apprête à vous faire. Les mots sont forts, mais je les assume. Alors comme vous pouvez le lire, j'ai écrit que ce système était un rébus de nombres. Pour comprendre véritablement ce que j'explique, il faut savoir ce qu'est un rébus. Un rébus, c'est la capacité de faire fusionner l'image avec le texte. Que les deux, en quelque sorte, se mélangent et créent une sorte d'osmose entre eux pour afficher un message. Et c'est justement ce que j'ai découvert à travers mes recherches, en m'y penchant vraiment longtemps dessus, et ce que je vous dévoilerai plus tard. La méthode que j'ai employée pour arriver à cette fin conjugue la prononciation française des nombres, leur forme et leur orthographe. Afin de faciliter la compréhension du déchiffrage très complexe qui va suivre, je vous ai préparé 2 tableaux non exhaustifs. Il me reste encore certaines découvertes à faire, qui vous serviront de support visuel pour illustrer mes propos. J'ai mis un certain temps à peaufiner la forme des tableaux pour obtenir les résultats que je vais vous afficher dans les diapositives suivantes. Je le compléterai au fur et à mesure que j'avancerai dans ma démonstration. Vous voyez, j'ai indiqué qu'il est possible qu'il y ait certaines découvertes que je n'ai pas encore faites. Et tous les jours, pour être honnête, je continue à faire des découvertes. Certaines assez spectaculaires, faut bien dire. Voilà à quoi ressemblent ces 2 tableaux. Alors, ici, vraiment, il va falloir que vous soyez concentrés, puisque c'est vraiment essentiel dans tout le processus de déchiffrage de ma démonstration qui va suivre. Parce que si vous ne comprenez pas bien ce que j'affiche ici, vous pourriez mal interpréter les informations qui vont arriver après, ou du moins ne pas très bien saisir la cohérence derrière toute la méthode. Comme vous pouvez le voir, ici, en haut, on a le tableau de la forme et de la prononciation des nombres. La forme qui est numérique, que j'ai indiquée ici pour les nombres de 0 à 11, mais en réalité ça va jusqu'à 25, puisque 25 plus le 0 ça fait 26 et qu'on a 26 lettres dans l'alphabet pour pouvoir les associer après. Et 4 colonnes, donc une sur la forme des nombres comme je l'ai dit, une sur la prononciation des nombres, plus leur orthographe, les deux qui vont ensemble, donc ici écrit en toutes lettres, et 2 lignes que j'ai laissées vides et qu'on va compléter au fur et à mesure de mes explications, à savoir les formes d'anagramme pour chacun de ces nombres et d'homophonie. Et là spécifiquement à travers leur prononciation et leur orthographe. Ensuite, en dessous, j'ai affiché un second tableau qui est celui de la forme et de la prononciation des lettres, ainsi que de la place de chacune d'entre elles dans l'alphabet. Ce tableau contient 5 colonnes, puisque j'ai ajouté en bas l'association des lettres aux nombres, ce que je ferai tout à l'heure lorsque j'associerai les nombres aux lettres. Mais étant donné que j'avais déjà évoqué ce sujet-là dans mes précédentes vidéos, là je vous l'affiche en entier, tel que je l'envisage. Et je reviendrai sur une partie de ces mots-là, notamment dans la ligne homophonie. Et aussi une partie dans la colonne anagramme. Vous verrez, c'est assez pertinent. N'hésitez pas à faire une pause sur image, à bien prendre le temps de lire toutes ces informations les unes après les autres, puisque j'y reviendrai après. Alors, c'est parti.
Là, ce que je vais expliquer, je pense que beaucoup de personnes l'ignorent. Et moi-même, ça a été un peu le fruit du hasard qui m'a amené à faire cette découverte, qui est partie d'une intuition. Et à travers une autre information inattendue, j'ai pu remonter vers l'information que je recherchais. Alors que j'arrivais pas finalement à l'atteindre, mais c'est en utilisant une méthode différente que j'ai réussi finalement à faire correspondre mon intuition avec la réalité. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Le chiffre 0, donc avec sa forme ovale, fut anciennement nommé œuf en ancien français. Ce n'est qu'à la Renaissance qu'il a pris son nom actuel. Alors, pourquoi c'est très important? Puisque justement, dans ma troisième et dernière vidéo, j'avais expliqué que le 0 et le 1 à travers sa notation écrite, pouvait faire penser à un œuf éclos. Et bien là, on a la confirmation qu'avant que le 0 se nomme 0, ce qui vient de l'italien de zero, un mot qui est apparu au XVe siècle, eh bien, le 0 pouvait potentiellement s'appeler œuf. Je vais vous montrer comment j'en suis arrivé à cette découverte. En fait, à un moment donné, je me suis posé la question pourquoi au tennis, qui est un sport que j'apprécie tout particulièrement, on nommait le 0 love au lieu de zero, comme il se ferait d'ordinaire. Eh bien, je suis tombé sur cet article de Babel, donc qui est un site spécialisé dans les langues. Pour apprendre les langues, c'est très pratique. Vous voyez ici, il y en a toute une panoplie. Et dans ce paragraphe, il y a vraiment eu la réponse à ma question et qui allait au-delà même de ce que j'aurais pu penser. En anglais, le score 0 est appelé love, exactement amour. Dans la terminologie tennistique, l'histoire de ce mot est la plus déroutante. Selon cette théorie, à l'origine, le 0 était appelé wef, qui ensuite en anagramme donne œuf en français, en raison de la forme circulaire du chiffre, ce qui renvoie à ma théorie. Les Anglais, lassés d'utiliser un mot en français, auraient décidé de traduire le terme à leur manière et auraient alors choisi le mot love. Alors pourquoi ils auraient choisi le mot love? Eh bien, j'ai basculé sur un autre article qui est lui bien mieux détaillé. Et en fait, il faut remonter plus loin, avant l'invention du tennis, à son ancêtre qui s'appelle le jeu de paume. Et c'est là qu'on va vraiment avoir notre réponse. C'est le seul article vraiment bien détaillé que j'ai pu retrouver. Malheureusement, les sources ont disparu, les pages internet ont été effacées. Donc, ce qui fait que les sources indiquées ici, vous ne pouvez pas les retrouver en tout cas de façon numérique, dans des livres peut-être. Je n'ai pas vérifié ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce qu'indique le guichet du savoir. L'expression love au tennis n'aurait rien d'un terme affectueux, mais serait la transposition en anglais de l'œuf, qui au jeu de paume, ancêtre du tennis actuel, correspondait au 0, dont l'œuf rappelle la forme. Et d'ailleurs, la balle du jeu de paume s'appelait l'est-œuf, puisque justement elle avait une forme ronde qui ressemblait un peu à un œuf. Simplement qu'on y adjoignait le préfixe est. Love constitue une petite incursion en langue anglo-saxonne. À Wimbledon, l'arbitre de chaise n'annonce pas 0-15, mais Love 15, comme je vous l'ai expliqué. Il ne s'agit pas d'une déclaration d'amour, mais de la transposition en anglais d'une annonce française du score du jeu de paume. En effet, au XIIIe siècle, donc avant l'invention du mot zéro, qui je vous rappelle date du XVe siècle, très important à retenir, il était d'usage en France d'annoncer l'œuf 15, en lieu et place de 0,15, puisque le terme de toute manière n'existait pas encore. Cela en faisant avec l'index et le pouce la forme du 0, qui est aussi celle de l'œuf. Je vais vous montrer. Donc en fait, ils prenaient les deux doigts comme ça et le formaient de cette façon. Et c'était leur manière de dire 0, quoi. Mais en ancien français, œuf. œuf 15. Non seulement il l'exprimait oralement, mais il le désignait à travers un geste de la main. Les joueurs anglais ont choisi de conserver cette terminologie française pour dire 0. Tout le monde connaît l'aptitude légendaire des Anglais à s'exprimer en français, aptitude qui n'a d'égal que celle des Français à prononcer l'anglais. L'œuf est ainsi devenu love. Alors, chose très importante, c'est que dans le mot love, il y a of. Or, en histoire de l'art,
Les oves, ce sont des décorations sculptées ou peintes en forme d'œuf. Et ça, c'est le terme scientifique, le terme académique, si vous voulez, désignant donc des œufs en histoire de l'art. On retrouve 3 des 4 lettres du mot love. Mais je vais aussi vous lire le paragraphe suivant qui est intéressant, qui va justement un peu développer le point un peu étrange de ce mot love. L'origine de love reste assez mystérieuse. Selon certains, dans le décompte des points, il était d'usage, à la paume au XIIIe siècle, d'employer l'expression l'œuf en lieu et place de 0. Les Anglais auraient repris cet usage français en transformant phonétiquement l'œuf en love, comme ils ont transformé le mot français tenez en tennis ou ace en ace. Donc ici, on voit vraiment une étroite relation également entre le français et l'anglais. C'est assez important puisque je vous avais expliqué auparavant que le mot abeille était étroitement lié à l'abbaye et à l'abbé, et qu'on le retrouvait également en anglais, puisque abeille, c'est AB français plus A anglais. Le A anglais se prononce EI, donc abeille. Sachant que c'est confirmé par la lettre B, qui se prononce bi en anglais. Or, bi, c'est exactement un homophone de l'abeille. Donc on a une orthographe différente, mais la même prononciation. Ce qui serait l'équivalent de ce qu'on appelle dans le jargon de l'égyptologie un déterminatif. Mais ce déterminatif, il n'est pas visuel à travers une image, mais c'est un mot. Bon, ça va mettre du temps avant de vraiment que vous compreniez bien tout cet engrenage, mais c'est vraiment essentiel à saisir. Que le français et l'anglais sont profondément liés. Et pareil, le mot abbaye, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça s'écrit A-2-B-E-Y. Nous, on le prononcerait abeille. Donc leur abbaye et notre abeille. Vous voyez à quel point c'est étonnant? Tout ça ne peut absolument pas être le fruit du hasard. Et je vais aller un peu plus loin, puisque le mot bébé, qu'on a vu assez rapidement précédemment, mais que je vais développer par la suite, qui est la répétition de la lettre B en français, se dit baby en anglais. Eh bien, baby, c'est B-A-B, tout simplement. Le A, c'est le A, et le B. Donc en fait, encore une fois, ce sont les premières lettres qui rentrent en jeu dans la constitution du mot. Ça fait quand même beaucoup pour être du hasard. Je pense que là-dessus, vous devez être d'accord avec moi. Tout le monde peut s'en rendre compte facilement. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer concernant le 0. On va pouvoir reprendre. Ne trichez pas en essayant de regarder ce qui est écrit en dessous, puisque sinon ça va perdre un peu de sa splendeur. Donc, ce n'est qu'à la Renaissance qu'il a pris son nom actuel. Dans le même temps, il fut aussi nommé love en ancien anglais, qui était l'ancienne traduction d'œuf dans cette langue. Maintenant, c'est egg, c'est vrai. En anglais, maintenant, pour désigner l'œuf, on dit an egg. Il est encore employé au tennis dans l'énoncé des scores. Remarquez que le 0 a la forme d'un œuf et que le mot love contient ove. En sculpture, l'historien de l'art nomme de cette façon une décoration en forme d'œuf. Mais voilà, ça, ce n'est que du rabâchage. Ensuite, autre fait intéressant, si on inverse les deux syllabes, on obtient le mot rose, avec le Z ici, qui est un homophone de rose avec un S. Les deux se prononcent pareil, mais on change de lettre. Désignant à la fois la couleur et la fleur éponyme ou rosée. Fleur éponyme, c'est-à-dire fleur du même nom. Quand nous savons que ces deux éléments symbolisent l'amour, je me pose la question si cette association ne fut pas établie à ce moment-là. Je parle ici des roses de couleur rose, non pas les roses de couleur rouge, puisqu'on a souvent tendance à imaginer les roses comme étant rouges, mais il existe des roses aussi de couleur rose. Or, le rose est la pureté intrinsèque des choses, tout comme le vert, qui est l'équivalent du chakra du cœur. Or, il s'avère que justement, en lithothérapie, voilà, c'est la phrase suivante, le quartz rose est la principale pierre associée au chakra du cœur, et qui plus est, en Égypte, c'était une fleur sacrée liée à la fécondité. Mais si j'ai ajouté cette phrase, c'est pas par hasard. Pour ça, j'ai indiqué entre parenthèses, retenez cela pour après. Pour finir, si on dispose les deux syllabes en colonne à la place de son écriture habituelle en ligne, on obtient le résultat suivant. Le Z au-dessus et le rond en dessous pour ces deux syllabes. L'ensemble contenu dans l'œuf. Voilà, je vous ai fait une belle petite animation. Vous allez voir, ceci aussi a son importance. Voilà, donc j'ai ajouté le mot rose en tant qu'anagramme de 0 dans notre tableau, et on poursuit.
Le nombre 1 maintenant, avec sa forme numérique 1, est la contraction du mot unité. Il présente la particularité d'avoir la même lettre retournée. Le U et le N, c'est la même lettre, mais dans un sens et dans l'autre. A noter que les lettres F et T sont aussi la même lettre retournée. Il est intriguant de constater que U plus N est égal à 21 plus 14, qui donne 35, et qui se réduit à 8, donné bien sûr par leur place dans l'alphabet. Et F plus T est égal à 6 plus 20, ce qui fait 26, et qui se réduit lui aussi à 8. Une nouvelle coïncidence assez surprenante. Je vais même aller plus loin. Le 8, nous savons que c'est en rapport avec la N, avec la lettre H, qui est la 8e lettre de l'alphabet. Eh bien, la lettre N, c'est la lettre M avec un 1 qui est retourné. Donc, est-ce que ça voudrait vouloir dire que le 8 est en rapport avec le retournement? Et le retournement insignerait donc la N. Voilà, c'est une théorie que je propose, que je mets sur la table. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Ensuite, dans le même temps, si on considère le 0 comme étant un œuf, le nombre 1 pourrait très bien être interprété comme l'éclosion de cet œuf. On passe de la forme numérique du 0 à la forme littéraire du 1. La naissance des nombres passe ainsi par leur prononciation. Un rappel de ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Et j'ai une autre théorie que j'ai à vous proposer. C'est qu'en fait, le terme langue des oiseaux serait un peu indiqué de manière métaphorique à travers cet œuf qui éclot. Pourquoi? Puisque les oiseaux pondent des œufs. Donc déjà, ça vient de leur être. C'est quelque chose qui est intrinsèque à leur constitution. Donc en fait, lorsque l'œuf éclot et qui passe de sa forme numérique à sa forme écrite, graphique, et bien dans le même temps, la langue apparaît. Qui dit langue dit homophonie et dit donc langue des oiseaux. Donc c'est possible qu'en fait, notre œuf qui éclot soit en fait l'apparition de la langue des oiseaux, en plus de la langue française ou des autres langues telles qu'on les connaît. Alors, en outre, si on inverse les deux lettres, on obtient le mot nu. Celui-ci, en dehors du fait d'être le nom de la lettre grecque éponyme, désigne une personne sans vêtements. Gardez cela en tête, je reviendrai dessus plus tard. Alors aussi, ça me permet un peu d'expliquer un point qui va devenir important par la suite. C'est qu'en fait, chaque lettre de l'alphabet, il faut la considérer à la fois sous sa forme française, mais également grecque et hébreu. Or, la lettre nu, comme on l'avait vu précédemment, est la 13e lettre de l'alphabet grec. Eh bien, si on part du principe que c'est l'inverse du 1, donc c'est aussi sa N. Et il s'avère que le N, tel qu'on le connaît, peut être associé au nu. Donc ce serait une manière d'indiquer la N. On inverse les deux lettres de l'unité. On passe de l'unité à la N. Pareil, c'est une interprétation. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais selon moi, ça reste logique, puisqu'en plus, on a vu les renversements et les inversions, c'est le nombre 8, qui est la H, qui renvoie à la N. Le mot N commence par un H, pardon. Comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, il peut être l'homophone de 1 IN, qui associé au 2 DEX peut se lire Inde, le pays d'invention des nombres. Sa forme numérique est reproduite avec le pouce et l'index, une transition parfaite pour ce qui va suivre. Alors là, pareil, c'est une information peut-être qui était déjà connue avant, mais en tout cas, si jamais elle a été oubliée et qui a besoin, on va dire, un peu de la remettre au goût du jour, je vais vous montrer ce que je pense être l'origine de la forme du nombre 1. Eh bien, c'est tout simplement notre main. Pourquoi je pense ça? Parce que la première chose à laquelle on pense quand on compte, c'est de le faire avec les doigts de la main. Or, si on replie les 3 derniers doigts et qu'on garde simplement le pouce et l'index, et qu'on retourne ces deux doigts, eh bien on retrouve la forme du 1. Je vais le faire avec l'autre main. On retrouve ici la forme du 1, qui s'épouse naturellement. C'est la forme naturelle des 2 premiers doigts de la main. Ce qui est intéressant, puisque justement on a un index. Bref, je développerai après. Donc on ajoute nos 2 mots dans notre tableau, et on poursuit. Ensuite, le nombre 2 suit le nombre 1. Bon, ça, c'est très logique.
Comme nous l'avons vu 2 diapos avant, on peut aussi le prononcer 2DE. Dans ce cas précis, il peut prendre la forme d'Inde. Or, c'est dans ce pays que la numération brahmi est apparue. C'est le premier système ayant ajouté un nom, à savoir un mot, pour désigner le nombre, sa forme numérique. Ce système fut ensuite repris par les Arabes, puis adapté avec une graphie différente pour obtenir les nombres d'aujourd'hui. Alors si jamais vous êtes sceptique, ou que vous n'êtes pas d'accord avec cette version, eh bien je vous recommande d'aller visionner un documentaire en 3 parties qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur Arte, notamment sur leur chaîne YouTube, donc complètement gratuit, que vous pouvez aller visionner librement, sans le moindre frais. Et dans la première partie, à la toute fin de la première partie, qui s'appelle, le documentaire s'appelle l'Odyssée des nombres, ou l'Odyssée des chiffres, c'est l'un ou l'autre, nombre ou chiffre, eh bien, des spécialistes de la langue qui s'y sont consacrés pendant une bonne dizaine d'années de leur vie, voire même plus, sont tous d'accord pour dire que les nombres ne sont pas des nombres arabes, mais indo-arabes. Même Fibonacci, le célèbre mathématicien, l'a écrit dans un de ses ouvrages. Donc voilà, c'est pas simplement moi qui le dis ou quelques articles internet qui élaborent dessus. Là, c'est vraiment gérer une chaîne de référence. Arte, ce sont des scientifiques qui s'expriment, des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine. Donc, si là vous n'êtes pas d'accord avec eux, je ne peux rien faire pour vous. Parce qu'il existe même des preuves écrites et c'est montré dans le reportage. Voilà. Donc, je vous laisse aller le regarder pour avoir de plus amples informations. Il est intriguant de voir que le nombre ait une terminaison en ux. Cela soulève la question de l'orthographe. Il s'avère que le mot index désigne le deuxième doigt de la main. Or, avec ces deux doigts, on peut former la valeur numérique 1. Il viendrait du latin deus, qui engendra aussi le mot Dieu. Alors ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'on dit toujours que Dieu, c'est un être unique et puissant, mais en réalité, son étymologie est la même que deux. Donc, est-ce qu'il est vraiment là pour unir? Il ne serait pas là pour diviser, Dieu? C'est peut-être une manipulation de l'histoire. C'est ça que je voulais indiquer. Et là, c'est concret. C'est à travers son étymologie, qui est la même que deux. Sachant que ça peut être aussi 10 yeux, 2 yeux, voire avec ces 2 yeux. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous l'indiquer parce que c'est intriguant. Je vais vous le montrer avec le CNRTL. Comme ça, au moins, j'ai vraiment un outil qui vient confirmer mes propos, pas simplement moi qui l'explique à l'oral. Voilà le mot Dieu. On va dans l'étymologie. Et quand on remonte à 842, quand c'était encore la langue latine, pro deo amor inquant deus savir et podir medunat, lors des serments de Strasbourg, Henri de Chrestomati. Toujours deus en 1100. Donc du latin, qui a donné le mot Dieu. Alors que si on étudie le mot de, à travers son étymologie, ben on va se rendre compte. Alors là, au début, ça donne duos. Voilà. Aux environs de 1200, pour indiquer un petit nombre, deus. Donc 2 prend exactement la même forme latine que Dieu. C'est très intriguant. Ça fait se poser certaines questions, quoi. Enfin, pour finir, il est aussi intéressant d'ajouter qu'anciennement on disait dextre pour signifier la droite. Ce mot fait le pont entre le 2 et le 3, ce qui rend cette interprétation possible et la terminaison du mot, j'y reviendrai plus tard. Donc ici, on vient comprendre que la terminaison étrange en UX du 2 viendrait du fait qu'en réalité, au début, on disait dex. On ne disait pas 2, on disait dex. Bon, là, dans l'étymologie, c'est pas clairement indiqué, mais personnellement, mon ressenti m'amène à penser que ça a été le cas par le passé. Voilà, donc j'ai indiqué juste à côté Inde ou index. Partie suivante. Le nombre 3 est de forme courbée. Le tracé de sa valeur numérique fait penser à la lettre oméga minuscule grecque, inclinée de 90 degrés à la verticale, ou à l'epsilon minuscule. Alors la lettre oméga, selon moi, c'est plus la lettre W, j'y reviendrai plus tard, le W minuscule. Nous ici, dans ce cas précis, ce serait plus l'epsilon. J'y viendrai au fait plus tard parce que ça se précisera par la suite. Mais quoi qu'il en soit, déjà, la forme numérique du 3 et le retournement
du E de epsilon minuscule. On peut le voir comme une homophonie de la mythique ville de Troie, en Asie mineure, donc la Turquie actuelle, mentionnée dans l'Iliade d'Homère. Je vous montrerai plus tard un élément qui viendrait confirmer cette relation. En fait, j'en ai eu plusieurs des éléments qui sont allés, qui vont dans ce sens-là. Je vous expliquerai après, dont un qui ne peut pas être du hasard, quoi. Qui peut forcément être que relié à 3, c'est ça que je veux dire. On y viendra après. Et là, pareil, démarche très logique, hein. On substitue le S du 3 avec le E de la ville de Troyes. Et on retrouve le même résultat. Alors, est-ce que la ville française de Troyes, T-R-O-Y-E-S, a aussi tiré sa racine du nombre 3 ou de la ville 3? C'est l'un ou l'autre. Nous pouvons aussi épeler le mot en Troa, ce qui ouvre la possibilité d'obtenir Torah en anagramme. Effectivement, ici, on intervertit le O et le R, on a Torah, on ajoute simplement le H à la fin, mais il est muet. Donc en l'occurrence, ça ne change en aucun cas la prononciation. La Torah est l'équivalent pour les Juifs du Pentateuque biblique chez les chrétiens. Il fait notamment mention de l'exode du peuple hébreu vivant alors en Égypte vers la terre sainte d'Israël, Isisraël. Bon, ça vient pas de moi, c'est une autre chercheuse indépendante qui a découvert cette anomalie et je dirais assez intrigante. C'est pour ça que je la mentionne. Encore une fois, j'aborde succinctement le sujet de l'Égypte, mais vous comprendrez par la suite que ça a son importance. Et pourquoi Troie? Pareil, je vous expliquerai que c'est pas simplement une invention de l'esprit, et je dirais une similarité phonétique, c'est que vraiment ça a son importance. C'est aussi l'anagramme du mot tarot, un terme qui est apparu bien plus tard en Italie à la Renaissance, au XVe siècle. En l'occurrence, je pense qu'il serait plus issu du mot Torah, mais pas du mot Troie. Donc la relation n'est pas à faire avec le 3. Donc l'interprétation s'arrête ici. Voilà, je rajoute les mots dans le tableau, un pour l'anagramme Torah et les deux autres pour les homophonies 3 et 3. Alors, le nombre 4 et sa forme numérique équivalente est un objet d'étude laissant libre cours à de nombreuses interprétations logiques. Pour commencer, la forme du chiffre est un triangle rectangle dont les axes perpendiculaires se prolongent. Ce décodage est amplifié par le mot carte, un anagramme de 4, qui désigne un rapport numérique de 4 par 3, donc 4 divisé par 3. En musique, cela correspond à 2 tons et demi, par exemple quand on passe du Do au Fa. C'est un intervalle de quarte. Et là-dessus, je suis assez sûr de moi puisque j'ai suivi des cours de musicologie à l'université, donc je connais très bien le sujet. On peut aussi le transposer en géométrie, ce qui nous donnerait alors un triangle rectangle de type 3, 4, 5, rendu célèbre par Pythagore. Je pense que vous devez tous vous en rappeler dans les cours de mathématiques. Enfin, tous vous rappeler, ça peut remonter un certain temps en fonction de votre âge. Mais quoi qu'il en soit, on l'apprend tous à l'école, alors pas à l'école élémentaire, au collège. Moi personnellement, les souvenirs que j'en ai, c'était quand j'étais en 5e, 4e. Voilà, la prof, je l'aimais moyennement, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je me rappelle très bien de ce théorème qui m'a fait encore plus détester les mathématiques. À l'époque, je ne comprenais pas le but et l'objectif de tout ça. Mais en réalité, il s'intègre dans l'harmonie même de la nature, de la façon dont les choses se présentent naturellement. Donc c'est important de le mentionner, sachant que selon moi, c'est une référence qui est donnée au sein des nombres. Or, la forme du chiffre représente justement un triangle rectangle. Bon, ici, comme c'est pas le même type de police, on le voit pas très bien, mais normalement le 4, il a ici une belle hypoténuse qui vient refermer le chiffre en entier et les axes X et Y qui s'intersectent. Si l'on se penche maintenant sur le mot exprimant le chiffre, on peut remarquer en cherchant un peu que l'on peut en extraire le mot 4. Cela pourrait correspondre au chat et à son ronronnement en anglais. Dans l'ancien temps, cela renvoyait également au félin et à leur rugissement. Ça peut paraître surprenant à premier abord, mais j'ai vu quelques personnes expliquer que auparavant le lion n'était pas véritablement nommé de cette façon, mais qu'il entrait plus dans la catégorie des félins, et que le chat, à travers ses caractéristiques, qui est un petit félin, pouvait être mentionné comme substitution au lion, comme une manière
le représenter, si on veut en quelque sorte. Donc ils se confondaient tous les deux. À noter que le nombre 4 est le seul nombre à ne pas être articulé entièrement lorsqu'on compte rapidement. Alors je dis bien rapidement, quand on fait 1, 2, 3, 4, 5. Parce que si on fait 1, 2, 3, 4, 5, bah là on a le temps véritablement d'articuler complètement le nombre. Mais quand on les enchaîne les uns après les autres, là on se rend rapidement compte que le T du 4 et le C du 5 se rejoignent et viennent se coller, ce qui fait 4, 5. 3, 4, 5, parce que c'est plus simple à prononcer. Ce qui revient aussi à notre cas de cathédrale et cathèdre, qui serait 4 édrales au lieu de cathédrale, ce qui lui donnerait tout son sens, puisque èdre, justement, est un suffixe en rapport à la géométrie. Or, on ne connaît pas de nombre 4, mais on connaît des nombres 4, un nombre 4, ce qui lui a permis, en quelque sorte, de faire surgir son sens. Pour finir, on peut obtenir deux autres anagrammes avec ce nombre, à savoir trac et carte. Gardez en tête le mot carte, ça va avoir son importance après. Donc voilà, j'ajoute le mot carte et le mot 4, et je poursuis. Le nombre 5 fut assez difficile à déchiffrer, mais à force de persévérer, j'ai fini par trouver la clé de déchiffrage. Celle-ci sera exposée dans la partie suivante, donc je n'en dirai pas plus pour le moment à ce sujet. Le nombre 6 présente une particularité que je vais mettre au jour. De manière assez suspecte, le X final se prononce SE, à la place du XE ou du XE habituel. À moins que je me trompe, il semblerait que seuls les nombres présentent cette étrangeté. Déjà, rien que ce point-là, il faut vraiment bien que vous l'ayez en tête. Néanmoins, cela peut s'expliquer si ce n'est pas un X, mais un SC, puisque sous forme manuscrite, le X ressemble beaucoup à un SC. Alors je vais vous montrer ça avec Paint. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de police intéressante pour illustrer mes propos. C'est pour ça que je vais le faire directement ici sur la feuille. Personnellement, moi, quand j'écris un X par écrit, je l'écris de cette façon. Voilà. Et je suis loin d'être le seul, j'ai vu d'autres personnes le faire également. On le retrouve dans les manuscrits anciens, il est assez répandu. Eh bien, si on vient à séparer ce X en deux, on a un S d'un côté et un C de l'autre. Donc le son XE devient SE. Hop, on lui met un petit cordon et on lui rajoute le C. De cette façon, simplement en séparant légèrement les deux parties de la lettre, on passe du son XE ou XE au son SE. C'est subtil, mais c'est très important. Voilà. Je reviens à mon diaporama. Il pourrait aussi être la lettre centrale du mot sistre. Alors pourquoi ça devient intéressant? Puisqu'en fait, le sistre est l'attribut principal de la déesse Isis. Or, le S de Isis peut se prononcer aussi S. Donc Isis devient Isis. Ce qui ressemble beaucoup au nombre, n'est-ce pas? On peut aussi compter les nombres de la façon suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois, successivement dans ma tête et puis en articulant à l'oral. À chaque fois, c'est ce qui revient. 5, 6, 7. J'ai du mal à faire 5, enfin, à détacher le Q du 5 avec le S du 6. Donc en fait, on a cette particularité linguistique qui fait que le 6 ne s'entend pas. On prononce ce XI sans s'en rendre compte. On dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au lieu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je suis obligé de détacher les nombres. Mais quand on les lit les uns aux autres, c'est vraiment l'impression qu'on a 5, 6, 7. 5, 6, 7. Donc XI. On ne dit pas 6, mais XI. Et vous allez voir que ça aussi, ça a son importance. Le 6 devient alors XI, la lettre grecque. Or, il s'avère que le grec est omniprésent dans le système de codage. Le X rattaché au 5 donne 5,
Et le i au début du 6 donne le mot Isis. Or le S peut se prononcer se ou ze, donc Isis, Isis. On est alors assez proche d'Isis, la déesse égyptienne. Elle serait alors accompagnée de son sistre, un de ses principaux attributs. Alors, une chose que je n'ai pas dite concernant le nombre 4, c'est que comme quand on le prononce, il est sous-entendu, je me suis dit, si ça se trouve, les autres nombres peuvent aussi avoir cette terminaison de RE ou TRE. Et en suivant cette simple intuition, j'ai fait d'incroyables découvertes. Parce que là, j'ai trouvé 2 mots coup sur coup qui sont en fait les attributs de 2 divinités égyptiennes. Et là, concrètement, on arrive dans le cœur du sujet, à savoir l'intégration des divinités égyptiennes au sein de notre alphabet. Je sais que ça peut paraître incroyable et fou à concevoir, mais mes recherches, toutes les informations que j'ai pu collecter, m'amènent vers ça. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et je vais vous montrer qu'en plus, en ancien français, le nombre 6 ressemblait encore plus au nom de la déesse Isis. Et pour ça, je vais reprendre l'outil du CNRTL. Je tape le nombre 6 et je vais dans étymologie. Vous voyez, il y a plusieurs catégories dans la barre de menu. Eh bien, quand on regarde l'étymologie et l'histoire de l'évolution de l'orthographe du mot, on va se rendre compte qu'en 1120, ça s'écrivait SIS. Et que ce n'est seulement que plus tard, alors ici je vois Assiseur à 1156-1157, donc dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qu'il a pris son orthographe actuelle. Voilà, c'est vraiment intéressant et important à mentionner, parce que, en fait, selon moi, il y a eu d'abord le nom de la déesse qui a été pris, et ensuite ils ont voulu ajouter une couche de codage en y intégrant son attribut. Et effectivement, vous allez voir que ça va se résoudre avec le nombre 7. Et aussi retenez le X collé au 5, qui devient 5. On ajoute ces éléments, donc Isis, Isis, et son sistre. Ici, je vous montre donc comment je m'y suis pris. Le Q et le S ont formé le X, puisque quand on les lit tous les deux ensemble, c'est le son qu'on entend. Et maintenant, on arrive à la partie, je dirais, la plus évidente de codage selon moi, et ce qui permettra peut-être aux sceptiques parmi vous d'y croire, je l'espère, parce que sinon, là, je pense que je serais complètement désespéré, hein, parce que tout ce que je vous explique maintenant, selon moi, a complètement du sens, donc si même ça, vous n'y croyez pas, je ne sais pas comment vous amener d'autres éléments allant dans mon sens. Et là, bien sûr, chacun se forge ses propres opinions. Mais bon, je garde l'espoir que tout ce que je vous explique maintenant fera sens en vous et que vous irez dans mon sens. Le nombre 7 est probablement le cas le plus explicite de codage apparent. En effet, on peut facilement observer que la prononciation du mot est en tout point identique à celle de la divinité égyptienne Set. Donc c'est quand même quelque chose de très troublant, il faut bien l'admettre. Ça se prononce exactement pareil. Je tiens à remercier pour cela le youtubeur Oleg de Normandie qui en a parlé dans son documentaire Le Code des Pyramides. Je pense que je n'aurais pas orienté ma recherche dans cette direction sans cette connaissance préalable. C'est lui vraiment qui m'a ouvert les yeux sur cette possibilité à ce qu'il y ait une corrélation entre les divinités égyptiennes et les noms des nombres tels qu'on les prononce en français. Et finalement, jamais j'aurais cru que ça m'amène aussi loin. Pour être honnête, j'étais un peu sceptique par rapport à ça, et je voulais un peu me prouver à moi-même que c'était faux. Mais en réalité, en voulant faire ça, je me suis rendu compte que c'était vrai et bien plus vrai que ça, parce qu'en réalité, il y a un message codé derrière tout ça. Un rébus, un immense rébus, magnifique à déchiffrer, d'une grande complexité. Il faut vraiment avoir les bons outils en main, mais ça rend justement les choses encore plus passionnantes. Ce cas est vraiment l'exemple type du codage mis en place par les concepteurs de ce double système de codage. L'attribut principal du dieu égyptien est le sceptre, symbole de pouvoir et de domination. La terminaison en TRE rejoint le suffixe du nombre 4, qui est sous-entendu lors du comptage, comme je vous l'ai expliqué pour le sistre. Le SC est en réalité la lettre X du 6. Donc voilà, le mystère est résolu. Pourquoi le X se prononce ce? C'est parce que
le X est en réalité un SC, et que ce SC est à intégrer dans le mot sceptre, qui lui-même s'écrit avec un S et un C. Ce qui vient encore plus expliquer pourquoi le 7 a une terminaison PT et qu'on le prononce 7, comme le dieu égyptien. Parce qu'encore une fois, à l'origine, je vais vous le montrer, le nombre 7 ressemblait beaucoup plus au nom de la divinité égyptienne qu'il ne l'est maintenant. Voilà. Aux alentours de 1050, pour dire 17, on disait 10 et 7. Et le 7 s'écrivait SET, ce qui est exactement la même orthographe que le dieu égyptien. Avec des variantes, on l'écrit aussi SETH, mais SE7 fait partie des orthographes communément admises dans le milieu académique et égyptologique. Voilà, donc tout comme le nombre 6, c'était là présent très tôt, 1050. Vous voyez? C'était 1100 aux alentours qu'on avait vu pour le nombre 6. Donc ça voulait dire que là, en plein milieu du Moyen-Âge, ils avaient connaissance des divinités égyptiennes. Vous vous rendez compte un peu de la révélation que c'est, cette chose? Normalement, c'est Napoléon, à travers ses voyages en Égypte, qui nous a fait redécouvrir la civilisation égyptienne. Normalement, elle avait complètement disparu de notre mémoire en raison du fait que la bibliothèque d'Alexandrie a été incendiée par les Arabes et que tous ces documents ont été perdus à jamais. Ça, c'est la version officielle. Et que donc, pendant tout le Moyen-Âge, on était illettrés, qu'on ne savait pas grand-chose, mais en réalité, on avait des connaissances. Certes, c'était une classe restreinte de la population parce que le parchemin ne permet pas d'écrire vite, et donc toutes les connaissances ne peuvent pas être condensées dans des manuscrits, mais en réalité, ils avaient cette connaissance. Sachant qu'en plus, la technique de l'or cloisonné, qui est assez connue chez les Carolingiens, donc sous l'époque de régence de Charlemagne, est tout simplement récupérée des techniques artistiques égyptiennes. Ils l'employaient déjà. Donc ce qui prouve dans un sens, à travers leur art, qu'ils avaient connaissance de l'Égypte, tout simplement. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'est venu à la tête de personne qu'on pouvait déjà avoir connaissance de l'Égypte à cette époque. Les Arabes ont voyagé, ils sont venus en Europe, l'Espagne a été une terre musulmane pendant longtemps, ils sont aussi arrivés en partie dans le sud de la France, et pourtant, on ne s'est jamais dit, ils sont allés longtemps en Égypte et ils ont sûrement ces connaissances avec eux. Pourquoi personne n'y pense? Moi, je veux quand même soulever ce point-là. Est-ce que c'est des informations qu'on nous dissimule volontairement? Ou est-ce que c'est vraiment par ignorance? Et si c'est par ignorance, cela me consterne. Comment est-ce possible d'envisager le fait qu'on ait perdu toutes ces connaissances alors que les voyages maritimes existaient avant même que Christophe Colomb découvre l'Amérique? Il y avait plein de déplacements en mer Méditerranée. Je ne comprends pas, j'avoue. Et selon moi, tout cela fait sens. D'ailleurs, Didier Coillac, il en arrive à la même conclusion, qu'il y avait des connaissances en rapport avec l'Égypte, encodées dans les sculptures, dans l'orfèvrerie, dans les monuments civils, donc dans l'architecture, que ce soit l'architecture civile ou religieuse. Mais quoi qu'il en soit, c'est omniprésent. Personnellement, j'opte plutôt pour l'option qu'on nous le cache. Alors, qu'on nous le cache, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas nous en parler. C'est ce que je pense. Pourquoi ils l'ont maintenu dans le secret pendant aussi longtemps, et que ce n'est toujours pas révélé actuellement, hein, parce que c'est toujours ce qu'on pense. Je suis des cours d'égyptologie, mon professeur, ce qu'il m'a dit, c'est que on a eu connaissance de l'Égypte à travers le voyage de Napoléon et sa campagne en Égypte à la fin du XVIIIe siècle, et qu'ensuite, toute son équipe de savants a ramené ça et a rédigé un magnifique ouvrage, il faut bien le dire, qui s'appelle La description de l'Égypte. Et pour moi, ça c'est une œuvre de propagande. En réalité, ils l'avaient déjà avant. C'est simplement qu'ils ont ils ont complètement mis sous silence ces connaissances. Alors soit pour glorifier Napoléon, dire il est extraordinaire, voilà, il est allé à la découverte d'un monde inconnu et puis il nous a ramené ses connaissances extraordinaires, les hiéroglyphes, la culture égyptienne avec ses magnifiques temples, ce qui a donné naissance à l'égyptologie. Mais en réalité, c'était déjà là, bien présent, auparavant. Et tous ces éléments ne font que le prouver. Tous ces éléments ne viennent pas de moi, ce sont des chercheurs qui ont introduit toutes ces informations dans cette base de données. Et moi, je ne fais que les récupérer et m'en servir dans ma propre compréhension. Alors là, justement, j'arrive à un point où vraiment, il y a une impasse, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas.
soit on nous cache quelque chose, volontairement, soit il y a vraiment une ignorance, mais cette ignorance me paraît inconcevable quand on voit qu'on peut facilement retomber sur les étymologies des nombres et leur évolution au fur et à mesure du temps. Et n'importe qui peut se rendre compte que ça ressemble beaucoup aux divinités égyptiennes. Là, le 6, on rajoute le i devant, c'est Isis. Le 7, S-E-T, c'est le dieu 7, quoi. Et ça, c'était déjà le cas au XIe siècle, 10e, 11e siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est une révélation, quoi. C'est quelque chose qui doit être mis au grand jour. C'est quelque chose dont tout le monde doit avoir connaissance. Et j'espère que d'autres personnes résonneront avec ces informations et que le partageront avec d'autres personnes, puisque c'est très important dans notre compréhension du passé. Certes, ça va réécrire un peu l'histoire, mais ce sera pour justement mieux la fomenter, mieux la construire, et avoir une idée différente de ce que l'on pensait être de la réalité de cette époque. Voilà, parenthèse terminée, je reviens sur mon diaporama. Donc voilà, là on a Isis et son cistre, Seth et son sceptre. Voilà, c'est clairement ce que je pense, je le clame haut et fort. Et là j'avoue que je n'ai même pas la force pour m'exprimer au conditionnel tellement ça me paraît évident. Je sais qu'il y a sûrement cette pensée qui a dû vous traverser l'esprit que je m'exprimais avec trop de confiance, mais c'est véritablement ce que l'on voit selon moi. Donc pourquoi je m'exprime au conditionnel si c'est ce que l'on voit, quoi. Vient ensuite le nombre 8. Ce nombre n'est pour l'instant pas très discernable, que ce soit dans son orthographe, sa prononciation ou sa forme numérique. Cela deviendra beaucoup plus clair après. Le seul élément à garder en tête pour la suite est que c'est un anagramme de uti ou outil. Et ce nombre est vraiment l'un des plus beaux encodages qui a été fait. Je vous le dévoilerai plus tard, parce que c'est en relation avec les lettres. Pour ce qui est du nombre 9, nous avons une grande richesse d'informations codifiées à en extraire de lui. Pour commencer, en tant qu'homographie, le mot 9 renvoie familièrement à la nouveauté. Alors qu'est-ce qu'une homographie? À distinguer donc de l'homophonie, c'est un mot qui a exactement la même orthographe et la même sonorité que l'autre mot auquel il se rapporte. Simplement, ce qui change, c'est sa définition, c'est son sens. Donc le 9 NEUF correspond au nombre, tout comme il peut renvoyer à la nouveauté. Homographie, graphie, l'écriture, qui est similaire. Ensuite, c'est aussi une extension de notre œuf, qui est le 0. Oui, puisqu'on peut dire 9, tout comme un œuf. Or, si on considère que ces mots annoncent la forme numérique du nombre suivant, à savoir le 10, eh bien on a ce qui est 9, le 1 et l'œuf, rassemblés en un nombre. Donc on transite du 9 au 10. Mais vous allez voir aussi que c'est en rapport avec, devinez quoi, une autre divinité égyptienne, comme si c'était pas déjà assez évident comme ça. De manière tout à fait incroyable, on peut aussi voir le nom de la déesse égyptienne Nephthys. En effet, si on décompose son nom en 2 syllabes, Neph et plus loin Tis, on a une consonance très proche de 9-10. De nouveau une référence au panthéon des dieux égyptiens. Pareil, arrêtez-vous un instant, réfléchissez-y bien. Neph, Tis, 9, 10. Est-ce que vous entendez à quel point c'est proche et similaire? Quand j'ai associé le nom au nombre, c'est ce qui est ressorti instantanément, de manière naturelle. Pour finir, si on suit la logique du 4, dont le re est sous-entendu, et qu'on l'ajoute au 9, on obtient neutre. Or, le nombre 9 est le nombre le plus adapté à être neutre, puisque lorsqu'on l'emploie dans un calcul, le résultat se réduit à lui-même ou à la valeur du nombre qui lui est associé. Exemple, 9 plus 3 est égal à 12, or 1 plus 2 est égal à 3. Donc ici, le 3 qui a été employé dans notre opération, on le retrouve dans le résultat final qui est la réduction. De la même façon, 9 fois 3 est égal à 27 et 2 plus 7 est égal à 9. Donc dans la multiplication, c'est le 9 qu'on retrouve. Dans l'addition, c'est le nombre auquel est associé le 9 qui se réduit par celui-ci. Donc, on peut considérer que c'est un nombre neutre. C'est possible que le mot neutre ait été formé à partir du mot 9. Ce serait aussi une nouvelle manière d'envisager la racine et l'étymologie des mots. Voilà, donc j'ai ajouté ces éléments. Bon, j'ai mis également que si on suit la même logique, le 8 c'est une huître, mais en réalité, il n'y a aucune correspondance.
c'est vraiment une coïncidence. En l'occurrence, dans ce cas précis, c'est une coïncidence. Pour compléter la décade, il faut ajouter le nombre 10. Comme nous l'avons vu précédemment, il est lié de près au 9 qu'il annonce à travers sa prononciation homophonique. C'est aussi la deuxième syllabe de neftis, 9-10. Tout comme le 6, il présente l'anomalie d'avoir un X se prononçant se en fin de mot. J'y reviendrai plus tard. Donc il n'y a que le 6 et le 10 qui ont un X qui se prononce se. Et puis on l'a vu juste avant, 10 et 7, le 10 s'écrivait DIS. Donc encore une fois, une preuve qu'à l'origine c'était le se. Que ça a été codifié ensuite pour nous transmettre autre chose. Et vous allez voir, ça s'inscrit dans la même logique que le 6, qui a ensuite transformé le X en se, qui est devenu sceptre, en référence au 7. 7 et son sceptre. Bref, et là ça va être la même logique. Le nombre qui le suit, le 11, pourrait être la contraction du one anglais avec le dièse espagnol, ce qui donnerait 11 avec le 11-10. 10 plus 1. Pourquoi je dis ça? Parce qu'anciennement, 11 était considéré comme 10 plus 1. Je vais vous montrer ça. Ça, au moins, vous pouvez vraiment mieux le comprendre. Donc, du latin undecim compus, 1 et 10. Unus decim, 1 et 10. Donc, 10 plus 1. Bon, la version, c'est que ça vient du latin. Et bah, là aussi, on l'a bien. Nombre qui contient 10 plus 1. C'est ce qui était communément admis au XIIe siècle. Cela me permet de faire une bonne transition, puisque concrètement, quand on regarde les nombres, c'est seulement à partir du 17 qu'on a cette décomposition évidente en 10 plus 7. Parce qu'avant, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on n'a pas l'impression que c'est 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3, 10 plus 4, 10 plus 5, 10 plus 7. On a vraiment l'impression que ce sont des mots autonomes. Mais en réalité, ce sont des additions, eux aussi, tout comme le 17, le 18 et le 19. Pareil, j'expliquerai pourquoi il y a une légère différence entre le 17, qui est ce, et le 18 et le 19. Pareil, une légère différence de sonorité, mais qui a vraiment beaucoup d'importance. Vous le comprendrez par la suite. Chaque détail a son importance. Voilà, je reviens dans le diaporama. Ah oui, voilà, pourquoi selon moi ça vient de l'espagnol? Parce que là, j'ai expliqué simplement le fait qu'on retrouvait cette décomposition évidente en calcul et plus particulièrement en addition à partir du 17, mais ça n'explique pas pourquoi j'ai cette interprétation du 11 qui est one plus dièse. Pourquoi je mélange l'anglais et l'espagnol, ce qui pourrait être considéré de manière complètement farfelue, quoi. Eh bien en fait, c'est très logique. Pourquoi? Parce que déjà, dans 11, les deux premières lettres, ce sont les mêmes que pour le nombre one. On a le ON ici et le ON là. Et ensuite, en français, on prononce le nombre 10 espagnol dièse. Mais eux, les Espagnols, ils le prononcent diez. On reviendra à ça après, par la suite. On reviendra là-dessus. Alors, pourquoi expliquer qu'on a des Z ensuite pour les autres mots? Pourquoi on dit 11, 12, 13, 14, 15? Si effectivement, ça part du 10, qui se prononce se. On devrait dire 11, 12, 13, 14, 15, 16. On devrait dire ça, hein, en réalité. Pourquoi on dit 11, 12, 13, 14? Eh bien, justement, selon moi, c'est parce qu'en réalité, on ne prend pas le 10 français, mais on prend le dièse espagnol. Donc, 11, c'est one plus dièse. C'est ma propre interprétation, puisque là, j'avoue que je n'ai trouvé aucun élément concomitant. En basculant sur l'autre tableau, on peut voir que le K est la 11e lettre de l'alphabet. Élément très intrigant. Or, chez les Égyptiens, le K était le double qu'ils gravaient dans leurs fresques. On peut facilement y voir le 11 comme le double du 1. Et là, pareil, je vais aller sur Internet pour vous montrer ça. Voilà. C'est le dictionnaire Le Larousse qui nous le fournit, donc encore une très bonne source d'information, hein, scientifique, académique, je dirais même. Que c'est exactement la traduction du mot égyptien qui veut dire double. En français, on traduit K par double. Donc on peut autant associer cette lettre comme un K ordinaire, comme sa prononciation nous le fait entendre, mais également comme double.
Donc en fait, à la place de dire JKL, on pourrait dire JL. Et ceci a son importance. Vous allez comprendre après. Surtout quand on sait que maintenant le thème de l'Égypte est omniprésent. Donc là, on peut ne plus être surpris du tout de voir une référence à l'Égypte à travers la lettre K. Le nombre 12, ensuite, pourrait être la contraction de 2, dos et dièse. Donc ce qui ferait do, u, z, 10 plus 2. Bon, ici, je vous avoue que je suis un peu plus sur la retenue, parce que celui-ci, j'ai pas réussi à l'expliquer entièrement. Mais en tout cas, le 12 et le dos sont assez proches, je trouve. Puis donc le ZE, c'est l'inverse du EZ, du dièse espagnol. Mais pour la première partie, le do, je suis pas sûr que ce soit la contraction de dos et de. Ça, c'est une interprétation. Donc si vous n'êtes pas d'accord, franchement, pour moi, ce sera pas outrageant. Si on bascule sur l'autre tableau, en reliant le K double à la lettre L sous cette forme, on peut former un rapace avec le 12. Donc comme je vous ai dit, au lieu de dire JKL, on peut dire J double L. Et si on double l'L, peut-être que dans le nombre, on a la représentation schématique de l'L. Sachant qu'aussi, j'ai oublié de l'indiquer dans la vidéo, mais si on double l'L, on peut doubler la lettre L. Or, dans une de mes anciennes vidéos, j'avais expliqué que le L était un demi-carré et qu'il fallait un deuxième L pour reconstituer le carré en entier. Or, si on l'associe avec le cercle qui était la lettre O, eh ben on avait deux opposés. Le cercle qui représente le ciel et le carré la terre. Donc deux éléments antagonistes. Ce qui crée un lien avec les lettres M et N qui représentent aussi deux concepts opposés. Or, quand on additionne leurs valeurs numériques, à savoir les nombres auxquels ils sont associés, on obtient 27 qui se réduit à 9. Et donc, dans les deux cas, ce qui veut dire, par gematria, qu'on peut substituer les deux concepts qui renvoient à la même chose, mais représentés de manière différente. Aussi, je voulais ajouter que, en fait, j'ai découvert que tous les nombres étaient une représentation visuelle, là je parle des nombres sous leur forme numérique, étaient une représentation visuelle du sens du mot. Et donc en l'occurrence, il ne faut plus voir les lettres simplement comme un élément constitutif d'un mot, mais véritablement comme un mot à part entière doté d'un sens qui lui est propre. Donc la lettre L devient une aile d'oiseau, la lettre M devient le concept d'aimer, et la lettre N devient vraiment la haine, donc ce qui nous fait détester. Eh bien, il s'avère que si on colle le 1 et le 2, eh bien le 2 peut très bien représenter l'aile d'un rapace, d'un papillon, ce que vous voulez. Pour moi, en tout cas, c'est assez visible. Et quand on double l'aile, donc je vais prendre Paint, donc ça c'est une des clés de déchiffrage. Si on retire la barre oblique du 1, comme le faisaient les Romains, cette indistinction entre le i et le i valait 1 chez les Romains, et qu'on le colle au 2, voilà, ça donne ça. Or, cette partie-là, chez les rapaces notamment, est assez caractéristique pour la queue, qui ressort en éventail comme ça. Si on le met ensuite en symétrie, qu'on le double, qu'on double l'aile, eh bien on permet au rapace de voler. Imaginez sa tête ici, hop, son bec, je sais pas. Et là on retrouve notre rapace qui peut être bon, peut-être un peu assimilé à un papillon, si vous voulez. Mais ça peut être en tout cas, et il s'intègre dans la catégorie des oiseaux. Voilà. Alors pourquoi je parle du Milan? C'est un oiseau particulier qui est en référence à une divinité égyptienne. On double son aile, à savoir le 2, qui vient se placer en symétrie du 1 auquel on retire la barre oblique. Voilà. Et je ferai le lien après entre le Milan et puis la divinité égyptienne. Pour finir, le nombre 13 est probablement la contraction de tres et de dièse. Et là, je dirais c'est assez évident, c'est assez flagrant de voir qu'il y a une relation entre le dièse et le tres, puisque dans le dièse, on retrouve, vous voyez ici, le IEZ, et le reste forme le mot tres, T-R-E-S. Donc ici, on a vraiment une contraction du tres et du dièse pour faire 13. Donc ce qui prouverait dans un sens que j'ai raison. 13, 10 plus 3. En espagnol, il y a une ambiguïté entre le son se et le son ze.
pour le dièse. Ainsi, les nombres 11, 12 et 13 peuvent être changés en 11, 12 et 13. J'en reparlerai plus tard. Pourquoi c'est important? Puisque justement, c'est notre seconde clé de déchiffrage pour comprendre les nombres de 11 à 20. Pour aller de 11 à 20, on ne peut pas les comprendre si on garde le Z, à part si on l'adoucit, si on adoucit le son, qu'on le transforme du Z au S. Comme on a fait pour Isis. On a transformé le Z de Isis en S pour obtenir I6. Donc c'est pas quelque chose de totalement nouveau, on le retrouve ailleurs. Voilà, donc là le tableau est complété. J'ai rajouté donc que 11 c'est 11. Et il me semble que là j'arrive à la fin de cette partie, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de mes découvertes. Et croyez-moi, vous êtes loin d'avoir tout vu, mais vraiment très loin, parce que ça va vraiment être l'apothéose après. Sur ces beaux mots, je vais conclure la vidéo. J'espère que déjà toutes ces informations vont faire sens en vous, sachant que ça n'en est qu'une partie pour l'instant. Que le fait d'associer notamment le 6 à Isis et le 7 à Seth et leurs attributs, le cistre et le sceptre, soit pas un peu farfelu pour vous. Sachant que si toute cette démarche, toute cette logique d'un phénomène de langage qui est la contraction d'un mot, le 4 qui est devenu 4, eh bien, selon moi, vous êtes sur la bonne voie pour comprendre comment déchiffrer des systèmes d'information encodés. Ce qui est selon moi le cas en ce qui concerne les nombres et les lettres. Et c'est justement ce que j'aborderai dans le point suivant.